Une fois par semaine, dans cette rubrique lecture, j'essaye d'attraper un bouquin, soit récemment paru, soit parce que ça me turlupine, ou soit parce que c'est ce que je lis en ce moment. Et pour moi, c'est important, c'est-à-dire quitter l'univers comme ça de la critique, j'allais même dire l'échec ou le ronron de la critique, pas être dans un espace de prescription, mais de réflexion, de curiosité, et puis réouvrir cet espace de nos lectures en fonction de ce lieu où ici on partage, c'est-à-dire tout simplement Internet. Aujourd'hui, je vais faire une exception. D'une part, parce qu'il s'agit d'un livre qui a longtemps été indisponible, Century, Giorgio Manganelli, livre qui vient juste d'être réédité. Et dans mon site, du temps où ce truc était indisponible, il s'agit, allons-y tout de suite, 100 romans d'une page, romans complets, mais romans qui ne font jamais plus d'une page. C'est ça qui fait la singularité, le côté exceptionnel de ce bouquin. On est peut-être les seuls en France à pas s'en être vraiment aperçu malgré cette traduction. Il n'est jamais resté indisponible, ni en Allemagne, ni en Espagne, ni aux États-Unis. Et donc j'en ai toute une poignée comme ça que j'avais scanné, installé sur mon site. Et il y a le lien là sous la vidéo, vous le trouverez facilement. Donc c'est plutôt de ce qui entoure, c'est plutôt les questions autour du livre que je voudrais aujourd'hui mettre en partage. Manganelli, je l'ai découvert par ce bouquin-là, Angoisse de style. Découvert comment? C'est toujours bizarre ça. Par exemple, j'avais déjà lu des textes de Manganelli, par exemple un très beau texte sur l'Inde, mais ça ne m'a pas suffi pour le mettre comme ça en position centrale. Pour moi, c'était un nom italien parmi les autres. Euh, et puis, ouais, à Tours, on a une librairie exceptionnelle. Le livre, le libraire, ils sont deux, s'appelle Laurent Évrard. Je demande à Laurent, je tournais déjà autour de Lovecraft, Edgar Poe, je lui dis, mais est-ce que j'aurais pas loupé des bouquins dans lesquels il y aurait des textes sur Edgar Poe, comme Deleuze a écrit sur Bartleby. Il me dit, mais est-ce que tu connais le texte sur Poe de Manganelli? Non, je connaissais pas, et j'ai découvert ce Corti, Angoisse de style. Bon, ça aussi, c'est des trucs un peu bizarres. Voilà des auteurs qui sont inclassables. Parce qu'ils sont inclassables, ben, ils vont être aussi impossibles à rentrer dans les cases existantes du monde éditorial. Donc voilà, c'est le seul livre de Manganelli qui est chez Corti. J'ai trouvé aussi un texte remarquable sur Pinocchio. En ce moment, j'ai un très bon vieux pote qui s'appelle Didier Gallas. On s'est servi de ce texte tous les deux, et en ce moment il propose un spectacle qui s'appelle La vérité sur Pinocchio, qui est presque une espèce d'enquête autobiographique. C'est en ça aussi qu'on voit que la littérature c'est vivant, que ces textes mythologiques c'est vivant, mais qu'il faut les idées pour rentrer dedans, les boîtes à outils. Voilà, c'est comme ça que je suis entré dans Manganelli, par angoisse de style. Dès ce jour-là, à la librairie, j'étais revenu, non pas avec un Manganelli, mais deux. Tout simplement, je m'étais aperçu que il était dispo dans cette librairie complètement atypique qu'on a à Tours, le livre. Il y avait un Manganelli dans la propre collection où moi aussi je suis publié, Fiction et compagnie, du temps où ça avait été... c'était encore Denis Roche, je suppose. C'était quelle année? Traduit par Daniel Van de Velde. Et c'était en 1982, paru en Italie, repris en 1987 au Seuil, et ça m'était complètement passé inaperçu. Faut dire, le titre est bizarre. Manganelli, Discours de l'ombre et du blason. Et il faut lire le sous-titre, par exemple. Déjà, tout de suite, là, on accroche un petit peu plus. Ou du lecteur et de l'écrivain considérés comme fragments. Les considérer ensemble et les considérer par un espèce d'éclatement où on rentre de tous les côtés. Waouh! Ça vous dit pas quelque chose, ça, pour ce qui nous concerne aujourd'hui? Là, tout de suite, ça se présente comment? Prose compacte, même pas de paragraphe. Et dans ces blocs, de temps en temps, ces blocs s'arrêtent et ils sont numérotés. 14e, pas 14, 14e.
mais là encore, c'est comme si c'était un jeu. Dans ce jeu, 21e, et ça va jusqu'à 31. 31 blocs compacts. Et autre chose comme ça qui est absolument typique de Manganelli et qui n'a jamais aidé à sa diffusion. Traditionnellement, quand on prend un bouquin en librairie, qu'est-ce qu'on regarde? La page 4, la 4 de couve, comme on dit nous. C'est bizarre ça aussi. Des fois, c'est l'auteur qui le rédige, l'éditeur ne trouve jamais ça assez commercial. C'est lui qui le refait, on joue un petit peu au ping-pong et tout ça. Quelquefois, il n'y en a pas du tout. Chez Beckett, par exemple, vous n'en trouvez pas. Faut déjà avoir beau gabarit pour imposer à son éditeur de ne pas en avoir. Manganelli, lui, il les écrivait lui-même, et chaque fois, c'est une espèce de texte d'invention qui n'a rien à voir avec le bouquin. Par contre, dans l'intérieur du bouquin, par quoi ils se rejoignent, l'écrivain, le lecteur? Par du rêve, ou de l'instabilité, ou de la précarité, ou de la folie? Ben ouais, et ça y va. Alors, évidemment, il y a un côté comme ça dans Manganelli, une espèce de puissance, une manière comme ça d'aller se coltiner les figures les plus centrales, qui fait que quelquefois c'est inégal. Il y a de la logorée, il y a des bouquins d'articles, il s'en prend aux faits divers, il y a une espèce de volonté encyclopédiste, mais ça aussi, dans chaque langue, on en a des comme ça. Et qu'est-ce qui compte le plus? Justement, ces bons hommes, pourquoi? Parce que dans l'inégalité, ils montrent aussi leur fragilité. C'est peut-être par là qu'ils nous tirent par les pieds et qu'ils nous enferment dans leur bloc de prose. Et alors là, quand on s'en prend des pages en pleine gueule, croyez que ça fait mal. Voilà, ça s'appelle Discours de l'ombre et du blason, mais quand ça parle folie, pour moi, c'est un des plus costauds. Pourquoi ça passe inaperçu, ça? Est-ce que il est toujours disponible? Ce qui n'est pas le cas de tous les livres parus chez Fiction et compagnie. Il n'est pas non plus en numérique. À chaque fois, il faut renégocier des droits et des trucs comme ça. Là encore, comment on organise le combat autour d'un auteur? Il suffit de le commander. Là encore, link below, diraient nos copains anglophones. Lien dessous, j'en ai mis recopié un des extraits sur mon site. J'en parle pas plus. Les deux que j'ai achetés ensuite, pareil, je suis retourné librairie Le Livre, et c'est ça, cette espèce de pari de ces deux libraires, Martin et Laurent, que les auteurs qui décident de défendre, avoir tout. Donc j'ai pu en trouver deux autres. Par lequel je commence. Bruit subtil de la prose. Réflexion sur écrire. Écrire justement dans sa diversité. Écrire aussi sur la question de commande. Écrire comme sa temporalité. Mais attention, hein, c'est pas de l'essai. Manganelli, je crois qu'il... Enfin bon, je sais pas comment il était. Je ne veux pas dire qu'il était un peu dérangé, mais en tout cas, quand il parle et quand il parle écriture, c'est pas un essai sur l'écriture, c'est un essai dans l'écriture. Bruit subtil de la prose, ouais, on en prend des trucs. Ne dites jamais merci. Mais elle n'est pas une chose sérieuse. Le succès et les prix littéraires. Je suis les destinées d'un écrivain. Mots émiettés. Plus je vous connais et plus vous m'émerveillez. Mort d'eau et mots de pierre. Non, cher Moravia, on peut apprendre l'art du roman. Une médecine contre le génie. Apologue sur le destin de la littérature. Quelques licences poétiques contre la clarté. Bon, bruit subtil de la prose. Ça vous dit pas qu'il faut aller y voir, et vite. Et le deuxième que j'avais acheté ce jour-là, wow. Alors lui, justement, il est chez Christian Bourgois, celui qui aussi avait publié Century. D'ailleurs, est-ce que c'est Jean-Baptiste Parra, le traducteur? On va le savoir de suite. Non, c'est Philippe Diméo. Mais que ce soit Jean-Baptiste Parra qui avait traduit Century, les 100 romans d'une page, ou que ce soit Diméo, Philippe Diméo, dans les deux cas, c'est pas n'importe quel traducteur, c'est des mecs qui savent ce qu'ils font. Bruit subtil de la prose. Alors, comment je m'y prends? Vous voyez, je n'ai rien répété d'avance. Avant-propos, Dominique Ferraud, là je connais pas, tout ça c'est au promeneur. Bon, en tout cas, bruit au pluriel ou voix. Étrange, non? Qu'est-ce qu'est bruit? Qu'est-ce qu'est voix?
j'ai mis quelques petits signets, quelques petits post-it. Toute cette masse, vous voyez, pas d'interruption, pas de chapitre, à peine quelques sautes de paragraphes de temps en temps, et encore, et encore, et encore. Est-ce qu'il y a seulement... Non, 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 non. C'est un seul morceau de 145 pages d'un seul paragraphe. Ce paragraphe de 145 pages est entièrement basé sur les perceptions sonores. Perception intérieure, perception due à la ville, perception, la façon dont se transcrivent ces perceptions, la façon dont s'organise, et évidemment, quelquefois, c'est aussi la musique, mais de la musique au rêve de musique, et puis ainsi de suite. Et puis on passe justement à cette obsession des voix, à la reconnaissance des voix. À ma connaissance, quand je fais travailler en atelier d'écriture sur ces questions du son, j'aime beaucoup travailler avec un texte de Henri Michaud, qui est un texte qui fait partie du dossier de son film « Images d'un monde visionnaire ». Ça, vous pouvez le trouver facilement sur ubweb.com par exemple, ou sur YouTube bêtement. Enfin, pas bêtement, puisqu'on y est, nous, là, ici sur YouTube. En tant qu'outil, c'est pas rien le dérangement que ça produit. Mais autant, il y a une histoire des perceptions auditives dans la littérature qui est différente de l'histoire des perceptions visuelles. Mais rentrons pas là-dedans, mais c'est quelque chose à conquérir et quelque chose à travailler intentionnellement. Et cette espèce, vous savez, ce qu'on a appris par le cinéma, par exemple, en quoi la bande-son peut conditionner même les instances de récit, les instances temporelles, les instances visuelles d'appréhension de l'image. Ça, c'est le truc de Michaud. Michaud fait une espèce de fiction. C'est pas une fiction, il y a des listes, il y a des trucs justement sur la notion d'imaginaire. L'histoire, c'est les sons à rechercher, ou à aller piocher, rencontrer, puiser comme ça dans le réel pour fabriquer un univers sonore qui coïncide avec image d'un monde visionnaire, c'est-à-dire représentation par l'image de ce qu'on trouve dans l'excès mental, dans le truc de la drogue. Vous voyez que c'est pas si simple ce machin-là. Donc comment aller travailler cette instance-là et le faire intentionnellement, volontairement, le temps d'un atelier d'écriture? Eh ben, je vous assure que je ne sais pas aujourd'hui d'autres expériences que celle de Manganelli pour se risquer sur ce truc-là. Un paragraphe, 145 pages, uniquement des perceptions et qui tiennent à l'univers sonore. Je fais vite mon petit paquet tant que j'y suis. C'est marrant ces questions parce que dans une bibliothèque, il y a toujours des livres qu'on n'a pas lus. Mais ça fait partie, comme ça. Pour moi, c'est beau qu'une bibliothèque soit un ensemble ouvert. Il y a des livres aussi qu'on n'a jamais lus complètement. On relit toujours un petit peu les mêmes passages. Barthes a écrit là-dessus. Il y a les livres qui sont importants pour nous du point de vue de l'homogénéité de ce qu'on collectionne, même si on n'est pas collectionneur. Et puis, comme ça, ce qu'on met en réserve, on sait que le rendez-vous viendra. En l'occurrence, ça s'appelle marécage définitif. Processus de fiction, Manganelli le développe, toujours ces textes comme ça. Dans le promeneur, ils sont installés comme ça sur les rabats. Son histoire, c'est est-ce qu'on peut inventer quelqu'un qui soit dans une pièce sans jamais ni entrer ni sortir? Et qu'est-ce qui se passerait dans l'hallucination de ce personnage? Voilà, donc ça développe une fiction. Simplement, il se trouve que c'est le dernier texte qu'il ait écrit avant de mourir. Bon, il se trouve que je n'ai pas lu Marécage définitif et que mon ami Pierre Bayard m'en donnant l'autorisation express, j'en parle quand même, et je le lirai un autre jour. Les deux autres, Éloge du tyran, là on est plus dans le politique, pareil, bon, il y a aussi tout le travail de Manganelli sur le fait divers, mais cette espèce de volonté d'aller tripoter tout. Et ça, moi, qu'est-ce que ça me plaît, ce truc. On y va avec les mains, on touche le monde, et on le touche avec sa langue. Quelquefois, la langue parle de littérature, quelquefois, elle parle de, justement, ce qui se passe dans le journal, quelquefois, ça se passe simplement, dans le visuel, d'autres fois, de sa bibliothèque, d'autres fois, de la folie. Bon, pouvoir du tyran. Les questions du pouvoir, mais comment on en hérite, depuis même les latins et les grecs, et je pense que c'est encore plus
sensible dans la configuration italienne. Merveille. Regardez le titre. La nuit. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? La nuit de Manganelli. De la nuit, il y en a partout. La nuit, ça s'invente en littérature. Elle est magnifique quand elle s'invente dans Rabelais, parce que Rabelais ne peut pas concevoir mentalement d'écrire la nuit. Donc on a deux passages. C'est dans le Gargantua, dès 1534, il y a ce moment où, avec le moine, Gargantua et les autres partent à l'assaut des ennemis, comme ça, juste dans la levée du jour, et veulent surprendre l'ennemi avant la levée du jour. Donc il faut être vraiment dans cette frange, dans cette tout petite interstice, quand, de toute façon, on est avant le jour, puisque le jour sera l'attaque. Mais il ne faut pas qu'on soit dans la nuit, puisque ça, c'est pas possible. Comment voulez-vous écrire de ce qu'on ne voit pas? Donc dans Gargantua, on a ce passage très trouble, et qui va troubler justement le récit, qui va le rendre fantastique. Et dans le quart-livre, on a le même truc avec la tempête. C'est-à-dire tout d'un coup, jour ténébreux, obscurci, tout d'un coup, en pleine journée, on n'y voit rien. Mais ça tombe bien. Éclairs et infractions des flambantes nuées, il y a cet éclairage stroboscopique de l'éclair qui fait que le mouvement se décompose, mais la nuit, en étant partiellement illuminée, révèle quand même l'image. Donc voilà comment ça se passe chez Rabelais. Dans le Don Quichotte, c'est ces passages merveilleux de Sancho qui arrive dans le village du Toboso à la tombée du jour. Il sait que de toute façon, celle qu'il cherche ne peut être celle que Don Quichotte lui a dit de chercher. Cette femme n'existe pas. Lui, ce qu'il sait, c'est cette paysanne qu'il connaît, et donc comment entretenir l'illusion de Don Quichotte, donc pour ne pas rencontrer, en fait, celle que, logiquement, dans ce village, il va forcément rencontrer. Et comme il arrive à la tombée du jour, dans cette quête impossible se réglera parce que la nuit tombe. Et donc, dans le Don Quichotte, on a la première invention de nuit en littérature. Est-ce que nous, on s'étonne de la nuit aujourd'hui en littérature? On la connaît en photographie, on la connaît en cinéma. Est-ce que dans Flaubert, il y a beaucoup de nuit? Regardez, c'est pas si évident. Est-ce que dans Balzac, vous avez beaucoup de nuits? Faudrait me démontrer le contraire. Ouais, si, on en a. Justement, dans La Grande Bretèche, là, mon récit fétiche et tout ça. Mais très peu, très peu, très peu. On a dans Proust, oui, on a La Traversée de nuit du baron de Charlus avec ce bordel pour garçons, etc. À ce moment-là, la nuit va réellement s'ouvrir chez Marcel Proust. Bon, là encore, c'est ce qui nous fait le Manganelli. La nuit. Et vous, quand est-ce que vous ouvrez la vôtre? Là, il y en a combien? Plus de 250 pages de la nuit. J'en arrive à ce livre légendaire. Excusez-moi, du coup, ça me manque de ne pas avoir l'édition italienne originale. Donc chez Bourgois, elle était simplement numérotée, comme ça. On continue, les titres pleine page, et puis on passait d'un truc à l'autre. En même temps, chaque fois, la contrainte de Manganelli est très claire et précise. Je fais un roman en une page. Je respecte toutes les règles du roman. En même temps, si j'ai un roman, je le réduis en une page, croyez bien que toutes ces machines à prix littéraire et tous ces trucs-là, qu'on peut résumer, tous ces machins qui se restreignent à une histoire, franchement, en une page, ça suffit pour s'en débarrasser. On a déjà eu beaucoup de compressions comme ça, de cet ordre-là. Manganelli, c'est pas révolutionnaire de ce côté-là. Par exemple, cet été, moi, je travaillais sur ces compressions de Lovecraft, c'est-à-dire on cherche des idées, on veut trouver comme ça ce passage. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les nouvelles dont on se souvient, ou les nouvelles qu'on a relues. On prend les grands, on prend Edgar Poe, on prend Dunsany, on prend Montague, Rod James, et on les résume. Lovecraft fait ça en 5 lignes, 10 lignes. Quelquefois, c'est plus difficile, ça a du mal. Et puis, justement, parce qu'on les a comme ça restreintes, on a trouvé cette espèce de figure abstraite, du coup, qui appartient à tout le monde et qu'on va pouvoir
traverser. Donc dans cet enjeu comme ça du roman en une page, c'est pas simplement raconter une petite histoire et faire rêver à ce que pourrait être la grande histoire. Non, non, c'est cette espèce de cristal. Mais en quoi la langue, si elle se contient à cet espace-là, en quoi elle devient subversive par rapport aux livres qui ne se sont pas posé la question. Donc dans ces 100 pages, dans ces 100 histoires d'une page, croyez que notre idée de la littérature, c'est un petit peu comme autrefois quand on nettoyait à l'acide nos pièces avant pour les quelques traitements en chimie, l'acide chlorhydrique ou tous ces machins-là. D'ailleurs, pour une fois, avant de reparler de Century, je vais vous la lire à la 4 de couve. Et comment il s'y prend, lui, Manganelli, pour développer son histoire. Ça s'appelle cette rubrique lecture à la lampe de poche. Je l'attrape, ma lampe de poche. Là voilà. Si l'on m'autorise une suggestion, voici quelle serait la meilleure façon de lire cette brochure. Mais elle est coûteuse. Acquérir le droit d'usage d'un gratte-ciel qui est autant d'étages qu'il y ait de lignes dans le texte qu'on va lire. Placer un lecteur à chaque étage, livre en main. Confier une ligne à chaque lecteur. À un signal donné, le lecteur suprême commencera à se précipiter du sommet de l'édifice, et au fur et à mesure de son passage devant les fenêtres, le lecteur de chaque étage lira à haute et intelligible voix la ligne qui lui est destinée. Il est nécessaire que le nombre d'étages corresponde à celui des lignes, et qu'il n'y ait pas entre l'entresol et le premier étage de méprises susceptibles de provoquer un embarrassant silence avant le fracas. Il est louable aussi de le lire dans les ténèbres extérieures, ou mieux encore, au zéro absolu, dans un vaisseau spatial en perdition. Giorgio Manganelli. Bon, vous voyez un petit peu le culot ? Donc ce livre, ça faisait un paquet de temps qu'il n'était pas réédité. Je pense que Bourgois devait le savoir. Et pourquoi ils n'ont pas bougé, alors bon, j'en sais rien. Et c'est pas mes oignons. Et je l'ai reçu par la poste il y a quelques semaines. Donc c'est une maison d'édition qui s'appelle justement 100 pages, et elle ne fait pas du patrimoine. Dans cette collection 100 pages, il y a tout un espace comme ça de commandes, d'invitations contemporaines. Je ne l'ai pas encore touché, le bouquin, justement pour le montrer d'abord. Ils ont repris ce vieux truc, c'est un livre d'une qualité graphique immense. Les pages ne sont pas massicotées. C'est-à-dire que là, moi, si on le feuillette, je n'ai droit qu'à la moitié du livre. En même temps, du coup, l'espace graphique se déploie. La page de garde, déjà, la couverture est une remarquable typo. Derrière, juste cette espèce de photographie floutée de Manganelli. Il y a une dizaine de photographies qui circulent, pas plus. On le voit à sa table, à son bureau. Il y a des enregistrements aussi de télévision. Bon, c'est un grand dérangeur. À l'intérieur, regardez ce luxe. Chaque fois, c'est numéroté. La numérotation, ici, on l'utilise comme un continuum, et puis on déroule le truc, et puis à chaque fois, le nouveau numéro s'imprime comme ça. Donc ça va grossir à mesure qu'on va ancrer le bouquin. Et tout à la fin, vous voyez, toujours une démarche presque à la Roman Opalka. Du coup, les 100 s'écriront ici comme une espèce d'ascenseur vertical, comme ça, qui va traverser tout le livre à mesure. Regardez d'ailleurs le travail de la tranche, elle, qui est en rouge. Si on prend le 1, vous voyez, il y a juste le petit 1 qui est comme ça ici. Il y a une belle lettrine, et le texte de Manganelli est honoré, c'est-à-dire que chaque texte, chaque roman fait réellement une page. Et tout d'un coup, on a là encore une merveille, atelier d'écriture, je ne sais pas, c'est plus là la question, mais en quoi cette espèce de concept de nouvelle qu'on traîne en France par rapport à cette question d'écriture, la question même pas celle du fragment, mais cette question de l'arborescence, en quoi précisément c'est d'abord aussi ou constamment, ou malgré nous, une interrogation graphique. Vous voyez comme elles sont belles, ces
comme ils sont beaux, c'est roman page, c'est roman surface. Peu importe la notion de page, puisque précisément on ne la tourne plus. Le texte est contenu entièrement dedans. Donc moi là j'en ai 50 avec le massicotage. Je dis ça parce que on n'est pas dans l'idée du page turner. On est dans l'idée où, à la limite, le support devient indifférent. Regardez, par exemple, on a au moins 2 ou 3 cas comme ça de gens qui ont publié comme ça des coffrets avec des pages interchangeables. Et à vous de constituer votre livre. C'est des exemples assez légendaires où, récemment, j'ai parlé aussi dans le site, Kenneth Goldsmith qui propose son théorie avec simplement une ramette de 500 feuilles de papier. C'est présenté sous la stricte forme comme ça de la ramette de supermarché, j'en ai plus en bas, et avec 500 textes comme ça séparés. Donc par contre, en quoi précisément cette question des 100 surfaces reliées là comme ça dans l'élément qui les unifie et en permet le parcours par la numérotation, comment nous, par exemple, dans nos sites, on peut arriver à trouver cette même cohérence? Comment je peux organiser des séries, évidemment, et j'ai, depuis 3 ans, ou même peut-être un petit peu plus, c'est devenu pour moi quasiment mon mode essentiel d'approche, l'incrémentation par la page de série dans le blog. À partir de quel moment, quand on le rassemble, on peut garder cette unité et cette notion qui ne tient pas forcément à l'épaisseur, mais qui tient à l'idée synthétique de l'ensemble. Je ne pense pas que ce soit seulement une question d'épaisseur, mais en tout cas, pour moi, c'est là où cette proposition graphique par rapport au livre bourgeois là, tout d'un coup, on a 100 textes qui se suivent, exactement comme dans Bruit subtil de la prose, ou dans celui-ci sur la folie, les blasons, dans le livre du Seuil, on avait ces 31 fragments. Tout d'un coup, on revient à la surface. Alors, chapeau, les éditions 100 pages. Vous trouverez là aussi toujours, link below, le lien vers leur site et leur catalogue. S'il vous plaît, laissez pas passer à côté de vous ceux qui ont du courage. C'est peut-être ça dont on manque le plus aujourd'hui dans cette espèce de déversement de soupe continuelle, et puis cette instance comme ça du consensuel. Oui, aujourd'hui, c'est un paradoxe. La soupe, elle s'effondre d'elle-même. Est-ce que précisément dans cette cohabitation, et c'est même pas une cohabitation, c'est-à-dire que le numérique, on vit tous avec, on vit tous dedans. C'est-à-dire à quel moment précisément dans notre pratique quotidienne, dans notre économie personnelle de l'attention, dans ce temps où on se donne chacun, même en étant au combat avec sa machine, au combat dans le web, au combat dans l'information, au combat tout simplement avec le chaos ou l'obscurité du monde. Il y a ce que Lionel Ruffel mardi nous appelait des vacuoles. Comment installer comme ça ces distensions de temps, ces éloignements de bruit et d'espace, dans lequel, précisément, justement, il n'y a plus d'opposition entre les modes différents de lecture, ni les questions de support, simplement parce qu'on a rendez-vous avec d'autres types d'objets. Dans ces vacuoles, oui, cette question-là des 100 romans surface, des 100, là, magnifiquement honorés par cette proposition graphique de 100 pages, laissez pas passer. Voilà, j'ai une vénération particulière désormais pour Manganelli. Pour moi, c'est dans les photographes aussi, on en connaît tous des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et puis en Italie, il y en a un qui s'appelle Mario Giacomelli. Et cette espèce de singularité absolue qui, chez les Italiens, se double toujours d'une élégance absolue.
Manganelli, mais aussi nécessaire dans son univers que Giacomelli dans le sien. On a affaire à une œuvre massive, on a affaire à une œuvre inégale, un charroi, mais un charroi qui boxe dans tous ces trucs dont je vous ai parlé. Bruit subtil de la prose, angoisse de style, discours de l'ombre et du blason. J'en laisse passer quelques-uns, je dois même en avoir d'autres dans mes étagères. Ce bruit ou voix qui est toujours disponible chez Bourgois, qui est sensationnel, magnifique. Et puis là, je rajoute La Nuit, toute cette série là qui est au Promeneur solitaire. Et puis enfin, la réédition, ça fait 10 ans que ce truc était indisponible, du légendaire Century, 100 romans d'une page. Faites une place chez vous à Manganelli. Bon bah, c'est fini là, non ?